notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et chercheur à l'Institut stratégique et de sécurité de Jérusalem. On le disait tout à l'heure, des milliers d'Israéliens manifestent depuis ce matin sur les routes devant les résidences de ministres en réclamant la signature d'un accord permettant la libération des otages retenus dans la bande de Gaza et la fin de la guerre. Emmanuel Navon, est-ce que ces manifestants reflètent, selon vous, l'opinion majoritaire au sein de la population israélienne ? Il y a différents sondages qui sont publiés chaque semaine par les médias israéliens. Disons que de manière générale, la quasi-totalité des Israéliens, évidemment, veulent la libération des otages. Là où il y a des accords, c'est sur les conditions d'un tel accord, évidemment. À savoir, est-ce que cette libération d'abord serait partielle ou totale ? Est-ce qu'on parle d'un accord sur une partie des otages vivants ou la totalité ? Et ensuite, est-ce que la contrepartie serait finalement le maintien en place du Hamas, un retrait total d'Israël de la bande de Gaza ? Donc, sur le fond, il n'y a pas de désaccord, c'est-à-dire la libération des otages. Évidemment que tout le monde veut la libération des otages. Mais la question est de savoir quel prix faut-il payer. Mais est-ce qu'il y a une majorité qui se dessine après 20 mois de guerre pour accepter des concessions particulièrement douloureuses pour obtenir la libération des otages ? Encore une fois, la question est de savoir quelles sont les concessions, puisque nous entendons tous des rumeurs dans les médias. Aucun d'entre nous ne fait partie des équipes de négociation par le biais du Qatar et de l'Égypte. Donc nous ne savons pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ces négociations. Nous savons que le Qatar, qui n'est pas évidemment un acteur neutre dans ces négociations, mais qui est un soutien actif du Hamas, tente d'accuser l'Israël de refuser le compromis. Mais le Qatar est du côté du Hamas. Donc nous ne savons pas exactement quelles sont les exigences du Hamas à ce stade, mais ce que nous savons, c'est que le Hamas n'acceptera pas un accord qui ne le maintiendra pas en place dans la bande de Gaza, si accord il y a. Or, c'est une condition indépassable pour le gouvernement israélien. Je pense que ce n'est pas seulement pour le gouvernement israélien. Après presque 2 ans de guerre et les sacrifices énormes qu'a fait Israël en termes de vie humaine, en termes de nos soldats qui sont tombés, si après tout cela, nous avons encore des otages dans la bande de Gaza et le Hamas peut à long terme reconstituer une menace pour Israël, alors là-dessus, évidemment, une majorité d'Israéliens sera contre. Donc, encore une fois, il s'agit de savoir quel est le prix à payer. Il s'agit d'un dilemme cornélien, évidemment, pour le gouvernement. Mais comme on sait, la porte n'est toujours pas fermée pour un accord éventuel. Emmanuel Navon, on met souvent en avant le facteur politique et la volonté de Benyamin Netanyahou de préserver sa coalition coûte que coûte dans le choix de poursuivre la guerre à Gaza. Est-ce que vous partagez cette analyse ou est-ce que vous considérez que c'est un faux procès ou tout du moins une lecture un peu rapide et un peu facile des objectifs de fond de ce gouvernement qui est d'ailleurs traversé par différentes orientations ? Je ne partage pas cette analyse. Vous savez très bien que je n'ai pas ménagé ma critique de Benyamin Netanyahou lorsque j'étais en désaccord avec lui. Mais sur la guerre actuelle, je suis convaincu qu'il veut une victoire réelle d'Israël, qu'il voit cette guerre comme une mission personnelle et nationale, et qu'il n'est pas question de terminer cette guerre sans la gagner. Je suis convaincu que c'est son objectif, que c'est l'objectif de tous les membres du gouvernement, et qu'il n'y a pas d'homme ou de femme politique qui ne veut pas survivre politiquement, mais là, il y a une guerre existentielle pour l'avenir d'Israël. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que cette guerre est existentielle. Il s'agit de la 2e guerre d'indépendance d'Israël et elle ne sera pas finie sans le démantèlement total de l'axe chiite iranien d'agression dont le Hamas est un élément central et tant que le Hamas n'aura pas été complètement défait, cette guerre n'aura pas été gagnée. Alors, le cabinet de sécurité doit se réunir dans les prochaines minutes pour débattre de la suite des opérations à Gaza. Benyamin Netanyahou souhaite désormais un accord global et définitif et non provisoire comme le propose le Hamas. On a pu lire dans la presse que le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, considérait qu'il fallait prendre en compte et peut-être même accepter cet accord partiel, provisoire. Qu'est-ce qui explique selon vous ce qui semble être un désaccord entre la plus haute hiérarchie de Tsahal et Benyamin Netanyahou?
D'abord, c'est pas le désaccord avec Benyamin Netanyahou, c'est le désaccord avec le gouvernement israélien. Nous sommes un système parlementaire et pas présidentiel. Cette insistance dans les médias français que je ne cesse de repérer, à savoir de parler de Netanyahou comme s'il était le chef d'État d'un système présidentiel, est erronée. Il est chef d'un gouvernement dans un système parlementaire et dans une coalition, donc il n'est pas le seul à décider. Ensuite, il y a certaines rumeurs, effectivement, dans les médias, comme vous l'avez dit, de désaccord entre le chef d'état-major et le gouvernement et le cabinet de sécurité. Cela est un phénomène que l'on connaît dans toutes les démocraties, mais au bout du compte, la responsabilité et les décisions appartiennent au gouvernement. Le chef d'état-major et l'armée sont là pour exécuter les ordres du gouvernement. Ils peuvent donner leur avis, mais ce n'est pas l'armée qui décide. L'armée exécute. C'est au gouvernement de prendre des décisions sur la base du mandat qu'il a reçu de la Knesset. Mais ces fuites dans la presse, elles visent aussi à essayer d'influencer l'opinion publique ? On sait très bien quel est le but des fuites dans les médias. C'est pour faire avancer certaines idées et certains intérêts. C'est toujours le cas. D'où le non-fuite. Les discussions au sein du gouvernement doivent rester au sein du gouvernement. Malheureusement, il y a effectivement des fuites, mais que ces fuites soient réelles ou non, c'est-à-dire que leur contenu soit réel ou non, encore une fois, comme je l'ai dit, au bout du compte, la responsabilité de prendre des décisions et l'autorité de les prendre appartient au gouvernement et pas à l'armée. Du côté américain, Emmanuel Navon, Donald Trump estimait hier que la guerre à Gaza pourrait être terminée, selon lui, d'ici 2 à 3 semaines. Est-ce une manière de dire que l'administration républicaine va accroître sa pression sur Jérusalem après notamment les frappes contre l'hôpital de Nasser hier ? On a entendu cela depuis l'élection de Donald Trump. Et puis, je vous rappelle que la réalité est tout à fait autre. La réalité est que Donald Trump continue de soutenir la victoire d'Israël. Il a rappelé également dans ses propos qu'il ne faut pas oublier le 7 octobre. Cela, il ne cesse de le dire. Donald Trump a participé aux frappes, enfin l'armée américaine, donc Donald Trump, aux frappes contre les centrales nucléaires iraniennes au mois de juin. Et Donald Trump a éliminé toutes les restrictions d'exportation militaire qui avaient été imposées par l'administration Biden. Donc, lorsque Donald Trump fait des déclarations, on a aussi entendu dire que la guerre en Ukraine serait terminée en 24 heures s'il était président. On peut faire toute une liste des déclarations de Donald Trump sur très optimiste sur ses capacités de terminer les conflits. En tout cas, aujourd'hui, c'est une guerre que Donald Trump considère comme indispensable, en tout cas la victoire d'Israël comme étant indispensable, et là-dessus, à ma connaissance, il n'a pas changé sa position. Vous voulez dire que le gouvernement israélien a carte blanche du point de vue des Américains ? Du point de vue de l'administration américaine, oui. Alors hier, le chargé d'ambassade américain à Paris a été convoqué par le Quai d'Orsay en l'absence de l'ambassadeur Charles Kushner qui avait pointé du doigt ce qu'il estimait comme des défaillances de la politique de lutte contre l'antisémitisme de l'exécutif français. Une initiative intervenue à peu près une semaine après des déclarations assez similaires de Benyamin Netanyahou accusant Emmanuel Macron, je cite, de jeter de l'huile sur le feu de l'antisémitisme en appelant à la reconnaissance d'un État palestinien. Emmanuel Navon, vous aviez publié au printemps dernier une tribune dans l'Express pointant la triple erreur en la matière d'Emmanuel Macron. En quoi l'approche du président français pêche-t-elle à vos yeux, y compris du point de vue des intérêts français ? Dans la mesure où la France se désolidarise du monde libre dans la lutte globale des démocraties face à l'axe Iran-Russie. Et que lorsque Emmanuel Macron veut se distinguer systématiquement des États-Unis, il porte atteinte à l'unité du monde libre en voulant se poser la France comme une puissance alternative aux États-Unis face au tiers-monde, ce qu'on appelait dans le passé le tiers-monde. Aujourd'hui, on appelle ça le Sud global, enfin, peu importe. Et puis, la grosse erreur d'analyse de Macron, c'est de penser que la source du conflit, c'est l'absence de ce soi-disant État palestinien, donc d'un 22e État arabe, et que c'est ça la source de la violence contre Israël. C'est faux. C'est factuellement faux. Il se trompe. Ça n'est pas en établissant un 22e État arabe défaillant que les sources de la violence et de la haine contre Israël
vont être calmés. Au contraire, il y a là une idéologie djihadiste d'élimination d'Israël qui est partagée entre parenthèses par l'OLP. L'OLP n'est pas un mouvement laïque. Le concept de laïcité n'a aucun sens en islam. L'OLP simplement a une approche plus sophistiquée que celle du Hamas, puisque l'OLP agit par étapes. Donc Emmanuel Macron fait une erreur d'analyse en pensant que l'établissement d'un 22e État arabe calmera cette haine démentielle djihadiste contre Israël. Est-ce qu'il y a là également une volonté des autorités américaines et israéliennes de délégitimer par avance l'initiative française qui a connu pendant l'été un certain succès diplomatique en étant rejoint dans sa démarche par le Royaume-Uni et l'Australie, qui souhaite en faire de même lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies? On sait très bien que les États-Unis et Israël sont contre l'initiative d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas un secret. Mais je pense que l'idée... Mais en faisant le lien avec la question de l'antisémitisme, est-ce qu'on essaye de lui porter un coup moral et symbolique plus fort encore? Je pense que là où il y a un argument important, et il faut le dire, et je l'ai dit moi-même, c'est que Emmanuel Macron, par ces déclarations qui n'ont pas commencé uniquement avec son intention de reconnaître un État palestinien à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, mais depuis le mois de novembre 2023, lorsqu'il avait donné cette fameuse interview à la BBC où il avait accusé Israël de tuer des femmes et des enfants. C'était peu après sa visite en Israël. Depuis, il n'a cessé de faire des déclarations très très graves à l'encontre d'Israël. Il y a encore un mois, lorsqu'un journaliste, je crois d'Al Jazeera, lui avait demandé à l'Élysée qu'en était-il des otages palestiniens. Il a dit oui, également, il faut libérer les otages palestiniens. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, par ses déclarations et par sa politique, hier encore, il a rappelé sur Twitter qu'il avait appelé l'émir du Qatar, n'est-ce pas? L'émir du Qatar, qui est le soutien principal du Hamas, pour prendre conseil avec lui. Donc, Emmanuel Macron légitimise la diabolisation d'Israël par ses propos et par sa politique. Et cette diabolisation d'Israël est l'une des causes principales de la violence et de la haine contre les Juifs à travers le monde. Vous direz qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le principal adversaire de la ligne diplomatique israélienne en Europe? Je dis qu'aujourd'hui, d'abord, je termine mes propos, Emmanuel Macron légitimise la diabolisation d'Israël. Lorsqu'on lui demande s'il pense qu'il y a un génocide à Gaza, il reste évasif en disant ce sera aux historiens de se prononcer. Donc il légitimise cette diabolisation, cette campagne de mensonges contre Israël, et cela alimente l'antisémitisme, oui. Évidemment que dire qu'on est pour une solution de deux États, qui, à mon sens, n'est pas une solution, mais ça, c'est mon opinion personnelle, dire qu'on veut un État palestinien, ça n'est pas antisémite, évidemment. Mais légitimer la diabolisation d'Israël, cela encourage l'antisémitisme. Quant à la ligne d'Emmanuel Macron, oui, aujourd'hui, il se pose définitivement comme adversaire d'Israël. On peut très bien dire aujourd'hui, à mon avis, que jusqu'au départ d'Emmanuel Macron, les relations entre la France et Israël seront irréparables et qu'il nous a ramené à un état de relation qui nous rappelle celles qui étaient les relations entre les deux pays dans les années 70, sous Pompidou et sous Giscard d'Estaing, ce qui est quand même assez grave. Alors le chancelier allemand conservateur de son côté, Friedrich Merz, a déclaré aujourd'hui que son pays ne participerait pas à ce mouvement de reconnaissance d'un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu en septembre prochain. Une telle action n'est envisageable selon lui que dans le cadre d'un processus de paix négocié avec Israël. Ça traduit finalement, Emmanuel Navon, les divisions européennes dans ce dossier? Surtout, ça traduit, d'abord, oui, il y a toujours des divisions européennes sur tous les dossiers internationaux, en particulier le Proche-Orient, mais ça traduit également le fait que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est suivi par qui dans le monde occidental? Uniquement par des gouvernements de gauche. Le gouvernement britannique, le gouvernement canadien et le gouvernement australien, n'est-ce pas? Vous avez rappelé que Friedrich Merz est conservateur. Bon, c'est un gouvernement d'union avec les travaillistes allemands, le Parti social-démocrate. Mais Emmanuel Macron en Europe n'est pas suivi pas seulement par l'Allemagne, la plus grande puissance économique d'Europe et le principal allié d'Israël en Europe. Il n'est pas suivi par Giorgia Meloni. Il n'est pas suivi par les pays d'Europe de l'Est qui ne le suivent pas du tout. Il est suivi par qui? Il est suivi par le gouvernement travailliste de Keir Starmer. Et en Europe, c'est à peu près tout. Donc, c'est pas difficile évidemment d'amener sur sa liste des gouvernements de gauche qui paniquent face
aux manifestations islamistes et woke dans les rues européennes. Une dernière question, Emmanuel Navon, sur le nucléaire iranien. Nouvelle réunion aujourd'hui à Genève entre l'Iran et 3 États européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On les retrouve, 3 États signataires de l'accord de Vienne de 2015. L'Iran qui déclare aujourd'hui négocier de toutes ses forces pour empêcher les Européens de déclencher le mois prochain ou en octobre au plus tard le mécanisme de rétablissement des sanctions, ce qu'on appelle en anglais le snapback, et qui est prévu par l'accord de 2015. Est-ce qu'il est impératif, selon vous, au vu des violations répétées de cet accord par l'Iran, que l'Europe mette en branle ce mécanisme? Évidemment, pourquoi ne pas empêcher que l'Iran reprenne son programme nucléaire? Ça prouve d'ailleurs que ces 3 pays européens ont quand même un certain moyen de pression sur l'Iran, puisqu'ils ont la capacité de réimposer les snapbacks, et que les Iraniens savent très bien que, vu l'état catastrophique de leur économie, c'est tout ce qui leur manque maintenant, d'avoir des sanctions supplémentaires. L'économie iranienne est dans un état d'effondrement total, avec des coupures d'électricité, d'eau potable. Enfin, la situation économique de l'Iran est catastrophique. Donc le régime iranien est évidemment panique à l'idée de nouvelles sanctions, ce qui donne justement aux pays européens un pouvoir d'influence qu'il serait temps effectivement d'utiliser. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et chercheur à l'Institut stratégique et de sécurité de Jérusalem. On peut réécouter cet entretien sur radioj.fr en podcast, ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. À très bientôt, bon après-midi.